Le salon de l'agriculture, c'est l'occasion de belles surprises et de super rencontres. Et hier, dans les couloirs du salon, j'ai croisé Serge Zaka. Serge Zaka, vous ne le connaissez peut-être pas tous, mais vous devriez. Il est docteur en agroclimatologie. Il travaille dans une entreprise assez jeune qui s'appelle ITK, qui développe des outils d'aide à la décision, des modélisations pour le monde agricole sur le thème du climat. Serge Zaka est une personne qui, sur Twitter, fait beaucoup de vulgarisation sur ce thème du climat. Ses fils sont absolument passionnants et c'est une star d'une discipline en train d'émerger, l'agroclimatologie. Alors autant vous dire, moi je suis un peu fan et très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il va nous expliquer des choses absolument passionnantes, comment l'agriculture doit faire face au changement climatique et comment elle doit aussi, par nécessité, s'adapter. Alors on va peut-être reprendre les choses, mais du début, Serge Zaka. Changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire pour l'agriculture ? Bonjour à tous déjà. Alors le changement climatique, c'est une question très très large que vous me posez. Oui, c'est très large, mais il faut quand même qu'on explique un peu de quoi on parle. Exactement. Du coup, je vais découper la réponse en plusieurs points. On va parler des sécheresses, du gel et des températures élevées. Donc on commence par les sécheresses. Pour l'agriculture, les sécheresses, je me rappelle d'un post que j'ai reçu sur Twitter il y a quelques mois, d'un agriculteur qui me disait « mais je comprends pas, cette année, j'ai été en sécheresse pendant une bonne partie de l'année. Par contre, quand je fais mon cumul de température, de précipitations annuelles, je suis stable par rapport aux années précédentes. Je suis dans la norme. » Alors moi, je lui ai répondu, mais en fait, c'est des effets du changement climatique, puisque le changement climatique pour l'agriculture, c'est une répartition différente des pluies au cours de l'année. Il va beaucoup plus pleuvoir en hiver, moins en été, mais quand on somme les saisons, au final, oui, on a la même quantité d'eau qui tombe. Et donc là, on a des enjeux qui tombent assez majeurs pour l'agriculture, c'est comment gérer cette ressource en eau. Et là, il y a des réponses différentes en fonction des hydrogéologues, des agroclimatologues ou des personnes qui protègent l'environnement. Pour les agroclimatologues, on dit forcément, il faut garder cette eau, qu'on récupère cette eau en hiver pour la redistribuer l'été. Par contre, en contrepartie, il faut une certaine évolution des mentalités dans l'agriculture et entamer une irrigation qu'on appelle une irrigation de résilience, qui est mise en place par l'État avec le rapport eau, agriculture et changement climatique. Cette irrigation de résilience, elle est basée donc sur des retenues d'eau, mais aussi une évolution, une protection du sol par exemple, ou une non-maximisation des rendements, ou une irrigation qui soit intelligente, basée sur des outils d'aide à la décision. Si je me permets de traduire un petit peu, ça veut dire qu'on utilise l'eau avec parcimonie, qu'on l'utilise quand on en a vraiment besoin, et qu'on l'utilise en pensant plus forcément au rendement maximum, mais à un rendement moyen des plantes. Exactement. Dans les années les plus critiques, lorsque la sécheresse est intense, on ne va pas par exemple maximiser le rendement du maïs, mais on va essayer de le rendre moyen pour éviter une catastrophe agricole. Voilà. Donc le but des retenues d'eau, c'est pas de garantir un système qui perdure, c'est pas un patch qu'on met pour continuer à produire comme on fait, mais c'est vraiment une sécurité pour une production minimale. Donc là, on a notre premier point, les sécheresses. Exactement. Ensuite, on a les épisodes de froid extrême et de gel. Exactement. Et là, c'est paradoxal. On m'a souvent dit pendant le gel d'avril 2021, mais pendant le changement climatique, il fait plus chaud, donc il y a moins de gelée. Je leur ai dit oui, mais là, c'est en climatologie qu'on raisonne. En agroclimatologie, c'est différent. C'est pas de la météo. Exactement. En agroclimatologie, c'est différent, puisqu'en fait, le végétal, il est planté soit en octobre pour les cultures d'hiver, ou soit ce sont des arbres, donc des cultures pérennes pour la vigne, pour les pommiers, pour les arboricultiers, qui vont passer l'hiver. Or, en hiver, tout le monde le sait, il fait plus doux. Et cet hiver, on l'a déjà remarqué, le mois de février 2022 a été très doux. Donc ces végétaux vont débourrer plus tôt. La douceur arrive plus tôt, le printemps arrive plus tôt. Et donc ils vont être soumis au froid de fin mars, avril, voire mai, beaucoup plus fortement en fait. Ils sont déjà impactés. Plus loin dans leur cycle de croissance. C'est ça, on appelle ça les stades phénologiques. Les stades phénologiques sont avancés et ça c'est un fait qui est montré par les membres du GIEC. Et d'ailleurs qui est observé sur le terrain par n'importe quel vigneron ou n'importe quel arboriculteur. Ou n'importe quel particulier qui a un arbre dans son jardin. Exactement. Et donc au final, lorsque les gelées arrivent, alors peut-être qu'au lieu qu'il fasse moins 5 degrés, il fera peut-être moins 3, mais à ce niveau moins 3, on est quand même sur des très gros dégâts pour l'agriculture et au final, c'est paradoxal, dans un contexte de changement climatique, les impacts du gel sont plus forts alors que le gel, lui, est plus faible.
Parce qu'ils n'arrivent pas au même moment. Exactement. Et ensuite, on a ces épisodes de pluie intense. Et aussi, il y a aussi les épisodes de pluie intense. Alors, d'après les membres du GIEC, lorsque la moyenne de température augmente de 1 degré, c'est plus 7% d'eau dans l'atmosphère. Plus 7% d'eau dans l'atmosphère, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des épisodes orageux, des épisodes pluvieux, ils vont être plus intenses. Et d'ailleurs, les épisodes cévenols qu'on observe dans le sud de la France ont en moyenne augmenté de 10-20% de quantité de pluie sur l'ensemble des dernières années, sur les dizaines de dernières années. Et ça, c'est très important, notamment pendant les périodes de vendange, puisqu'ils interviennent pendant les périodes de vendange. Et on a observé, notamment l'an dernier et celui d'avant, des parcelles de vignes qui étaient inondées jusqu'au-dessus des vignes, c'est-à-dire que le grain n'est plus exploitable. C'est ça, en fait, on devrait peut-être parler plus de dérèglement climatique que de réchauffement. Enfin, c'est un des effets du réchauffement, c'est de dérégler un peu les conditions climatiques. Alors pour l'agroclimatologie, c'est clairement un dérèglement. Voilà, parce qu'il faut prendre en compte les effets de la plante et les effets du changement climatique. Donc on parle vraiment de dérèglement. Alors là, on a dressé un peu le tableau global. Donc le climat se modifie et malgré ça, il faut continuer à produire de la nourriture pour nourrir les humains. Exactement. Alors comment est-ce que quel est l'apport que vous pouvez, avec votre spécialité d'agroclimatologie, apporter au monde agricole pour réagir? Quelles sont ces pistes en fait pour réagir face à cette imprédictibilité du climat? Alors, il y a des pistes scientifiques à court terme. Par exemple, nous, à ITK, on travaille sur des outils d'aide à la décision pour prévenir des risques à court terme des événements climatiques, le gel, une canicule. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des bâtiments d'élevage également, à mettre en place des brumificateurs, des rations qui sont différentes au cours de la journée. On va faire un petit point. Vous m'avez expliqué hier, et c'était passionnant, que les animaux souffrent de la chaleur, exactement comme nous, mais sauf qu'ils ne peuvent pas enlever leur pelage quand ils ont trop chaud, donc il faut les aider à passer ces épisodes de chaleur. Exactement, nous on surveille l'indice THI, donc Thermal Hydric Indice, pour faire un peu de français et d'anglais mélangé. Donc en fait c'est un indice qui va prendre en compte la température et l'humidité. Il y a l'équivalent pour l'homme, ça s'appelle l'humidex. Quand on dit il fait lourd, par exemple il fait 35 degrés, 80% d'humidité, on dit il fait lourd, on se sent pas bien. Bah, la vache c'est pareil, elle se sent pas bien, donc elle a une production de lait qui est inférieure et aussi une croissance qui est inférieure ou des problèmes par exemple de gestation ou de reproduction. Et pour garantir ce bien-être animal, il faut mettre en place dès à présent, dans un contexte de changement climatique, des bâtiments qui soient adaptés aux températures futures, des bâtiments qui puissent ouvrir, des bâtiments aérés, et des bâtiments avec des brumificateurs, et faire évoluer les rations alimentaires. Par exemple, apporter plutôt les rations alimentaires aux heures froides, le matin ou le soir. Un peu comme on fait pour nous, c'est juste du bon sens au final. Vous m'avez dit pas de raclette en août, c'est exactement ça appliqué à l'agriculture. Mais je vous ai fait dérailler de votre explication. Voilà. Après, il y a d'autres points pour l'agroclimatologie sur les études long terme. C'est-à-dire, on étudie par exemple les évolutions de risque de gel, les évolutions de risque de sécheresse. Il faut savoir qu'en France, on est passé de 5% de surface en sécheresse dans les années 70 à 12% actuellement. Et on s'attend à atteindre les 20 à 30% en 2050 de surface concernée par la sécheresse en France. C'est-à-dire qu'un tiers de la surface agricole sera concernée par la sécheresse en moyenne tous les ans d'ici 2050. Donc nous, notre but, c'est de non seulement garantir une production agricole telle que l'agriculture est pour garantir une production agricole à venir, mais également faire évoluer les mentalités. On a par exemple des études qui montrent que le sorgho peut être une filière à implanter en France. Alors il faut préciser ce que c'est que le sorgho, parce que c'est une céréale qu'on ne connaît pas très bien ici en Europe. C'est une céréale qui est cousine du maïs, mais qui consomme en fait moins d'eau, qui a une production plus importante lors de températures élevées et lors d'une sécheresse. Et donc ça peut être une céréale alternative lors des sécheresses pour donner à manger au bétail. Mais il faut également développer toute une filière, et ça c'est l'État qui doit accompagner bien sûr les producteurs et les former également. On peut faire de la bière, on peut faire des pâtes. Voilà, c'est une culture qu'on ne connaît pas en France, mais c'est une culture qui sera sûrement d'avenir. Alors elle ne va pas remplacer le maïs, puisqu'on a une filière qui est très puissante en France, il ne faut pas la détruire. Mais progressivement, il faut, pour faire baisser la pression de l'eau au niveau d'un territoire, remplacer certains champs de maïs par le sorgho. Et cette diversification de l'agriculture est très importante pour faire face au changement climatique. Ce qui est toujours extrêmement intéressant avec vous, Serge Zaka, c'est que vous êtes toujours très mesuré,
jamais manichéen. Et vous insistez sur le fait que l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, c'est un éventail de solutions. Il n'y a pas une solution qui serait l'irrigation, pas une autre qui serait les nouvelles technologies de sélection variétale. C'est un peu tout. Il faut adapter la manière dont on se nourrit, il faut adapter... voilà, donc il ne faut pas nager les solutions et c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, c'est exactement. Il n'y a pas une seule solution qui peut être adaptée. Nous, on parle par exemple de l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture qui est très bénéfique pour le sol, qui augmente le taux de matière organique et le stockage du carbone. Et ça, c'est très important. En un résumé, on travaille très peu la terre et on la laisse un peu se débrouiller toute seule. Mais vous allez voir n'importe quel agriculteur, vous lui dites, les résultats scientifiques vont vers l'agriculture de conservation des sols. Mais l'agriculteur va vous dire, moi, je suis obligé de labourer mon sol régulièrement puisque j'ai un sol très argileux et je ne peux pas cultiver sans le labourer. Donc en fait, c'est un éventail de solutions. Ça, c'est juste un exemple. C'est un éventail. Il faut parler de l'agriculture connectée, de l'irrigation connectée, des retenues d'eau éventuelles si nécessaire, de l'ACS, mais aussi des évolutions de pratiques agricoles plus profondes, de nouvelles filières agricoles, éventuellement des OGM. C'est un sujet tabou en Europe, mais ça peut être dans d'autres pays du monde. Et également d'une évolution de la consommation. Et là, c'est plus difficile parce que ça touche pas seulement les agriculteurs, mais ça touche aussi notre façon de nous nourrir. Chacun d'entre nous, culturellement. Voilà. Ouais, moi, j'appelle ça la sobriété alimentaire. Alors, c'est un terme que j'ai donné pour donner un terme général pour plusieurs aspects, comme par exemple un rééquilibrage alimentaire, intégrer plus de légumineuses dans nos rations alimentaires. C'est pas seulement bénéfique pour nous, pour notre alimentation, mais c'est aussi bénéfique pour le climat, puisqu'une légumineuse, elle va fertiliser naturellement le sol, et donc on aura besoin de moins d'engrais. Donc plus de légumineuses dans les rotations. C'est une des parties de l'ACS également, de l'agriculture de conservation des sols. Sujet tabou, la réduction de la consommation de viande. Alors ça, c'est entre les nutritionnistes et les agronomes, il y a des différences, bien sûr. Les nutritionnistes vous diront on n'a pas besoin de manger autant de viande. Alors il est nécessaire de manger de la viande dans notre alimentation, mais il faut réduire cette quantité puisque non seulement on en mange trop, donc un déséquilibre alimentaire, mais également pour le climat. Et moi, ce que je réponds à cette question, c'est qu'il faut manger de la viande d'origine française. Puisqu'en France, on a énormément de pâtures, et ces pâtures-là peuvent stocker du carbone. Et au niveau des bilans de gaz à effet de serre, on est quand même meilleur que certains autres pays producteurs de viande, notamment l'Argentine ou les États-Unis. Puis il y a la question des effluents d'élevage qui sont aussi des fertilisants. Exactement. Ça, c'est très important pour l'agriculture biologique, par exemple. On l'oublie souvent. Les effluents d'élevage peuvent fertiliser le sol et ça évite d'avoir recours à des engrais chimiques et donc moins de pollution. Mais ça peut émettre des gaz à effet de serre, notamment le méthane. Mais quand on fait le bilan, tout est une question de modélisation fine, finalement. C'est ça. Ouais. Et de réflexion. Il faut prendre toutes les solutions, y réfléchir et les adapter. C'est très important à chaque territoire et à chaque climat. Puisque une agriculture ne sera pas valable dans un certain type de sol et dans un certain type de climat. Et donc on ne peut pas donner une solution à tout le monde qui soit nationale et robuste pour tout le monde. Et c'est le rôle aussi. Oui, c'est ça, c'est le rôle des scientifiques après de décliner avec les agriculteurs, de décliner les résultats scientifiques sur le terrain. Voilà. On a beaucoup de chance dans l'époque compliquée qui nous arrive, c'est qu'on a aussi des outils numériques puissants pour modéliser toutes ces solutions, pour les équilibrer les unes face aux autres, ce que le cerveau humain a peut-être un petit peu de mal à faire parce que c'est quand même un défi énorme. Alors expliquez-nous comment ça marche. Comment est-ce qu'on fait de la modélisation? Comment est-ce qu'on fait de la préconisation en prenant en compte cette palette de solutions, de données qui se dessinent face à nous et qu'on sait collecter? Alors la puissance de la modélisation, c'est que c'est basé sur des faits scientifiques. Un modèle, c'est un ensemble d'équations mathématiques qui sont tirées de publications scientifiques vérifiées par l'INRA, par le CIRAD, par d'autres instituts mondiaux, de scientifiques indépendants. En fait, on récupère ces équations mathématiques et on les met dans le même calculateur. C'est la définition d'un modèle. Exemple, moi j'ai étudié dans des chambres de culture la croissance d'une feuille en fonction de la température. On récupère cette fonction de croissance de la feuille en fonction de la température et puis on la met dans le modèle pour ensuite modéliser une plante virtuelle et en lui appliquant un climat différent et voir comment en fait elle évoluerait. Et si jamais on lui applique telle pratique agricole, un non-labour ou une fertilisation ou une irrigation,
voir quel en serait le rendement. Et en fait, on voit l'avenir avec Je vais la faire une modélisation. petite traduction pour que tout le monde comprenne bien. Ce qui, dans le champ, prend la durée de vie d'une plante, c'est-à-dire longtemps, presque une année, dans votre ordinateur, ça prend quelques heures. Même pas, ça prend quelques secondes. Quelques secondes, voilà. Donc on gagne du temps sur le cycle naturel virtuellement. Exactement, en fait, c'est comme une expérimentation virtuelle. À l'INRA, par exemple, on fait des expérimentations, mais elles sont obligées de durer l'ensemble du cycle de la plante, puisque c'est des expérimentations physiques. Alors que grâce à la modélisation, on peut aller plus vite, on peut appliquer, et de façon avec moindre coût, on n'a pas besoin de matériel, des climats futurs et voir comment la plante va évoluer. Alors il y a encore beaucoup de choses à améliorer, bien sûr. Ça ne va pas sauver le monde, la modélisation, c'est une pièce de puzzle, comme je disais, parmi tant d'autres, mais ce sont des pistes à explorer qui ne sont pas à mettre de côté. Merci beaucoup Serge Zaka, c'était passionnant. Je crois que ça ouvre tellement de pistes de réflexion, puis ça nous aide aussi à comprendre que tout ça n'est pas simple, qu'il n'y a pas de solution magique et que voilà, il va falloir mobiliser beaucoup d'intelligence, mais il y a des gens comme vous qui nous aident. J'étais vraiment très contente de vous avoir ici. J'invite tous les spectateurs de cette émission à vous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils en sortiront beaucoup plus intelligents chaque jour. Merci Serge Zaka. Merci à vous.